Dans les années 70, Pierre Trudeau fait de multiples apprentissages. Il s'initie au pouvoir et à l'opposition, à la politique intérieure et extérieure, à la vie de ménage et à celle de père de famille. 4 fois, il sollicite la confiance de l'électorat. 3 fois avec succès. Quand le pouvoir vient près de lui échapper en 1972, il affine sa technique politique. L'art de gouverner n'est pas sans lui rappeler l'art d'avironner en eau vive. Gouverner un pays, c'est un peu comme descendre les rapides en canot. On a le choix de se laisser porter par le flot et l'équivalent, ce serait de suivre les sondages là où le peuple nous entraîne, ou au moins les sondages nous entraînent, ou bien on peut choisir le passage qu'on veut dans la rivière. Et j'ai fait assez de canots pour savoir que la première option mène généralement au désastre, parce que le courant vous entraîne là où vous ne pouvez pas passer, ou bien sur les roches, ou bien dans un tourbillon, etc. Tandis que gouverner, c'est d'avoir un objectif et de décider qu'on va le poursuivre. Alors ça veut dire éviter les écueils, faire un portage lorsque c'est dangereux, reprendre la rivière au moment propice, le plus proche possible de la fin de la cataracte. Alors c'est ça, je pense, la distinction entre gouverner selon les sondages d'une part, ou alors gouverner selon ce qu'on pense être l'objectif qu'on s'est proposé et le but à atteindre. Pierre Trudeau veut d'abord innover, mais sa façon d'aborder le pouvoir est encore théorique. Sur les relations fédérales-provinciales, il a des idées bien arrêtées, qui sont à contre-courant de celles de l'époque. Dans un pays à forme fédérative, le gouvernement central peut être le rassembleur du peuple, mais il ne peut pas être le rassembleur des gouvernements provinciaux. Ça n'a pas existé depuis le début de la Confédération. À la rigueur, on peut être un rassembleur si on accepte de se dépouiller complètement de ses pouvoirs et de ses ressources et de tout donner aux provinces ce qu'ils demandent. À la conférence de Victoria en 1971, Pierre Trudeau veut trancher une fois pour toutes la question du Québec. Comme ministre de la Justice, il avait conseillé à son prédécesseur Lester Pearson de ne pas rouvrir le débat constitutionnel, persuadé que c'était un vrai guêpier. Mais Trudeau croit le moment propice. Contre toute attente, il gagne l'adhésion des provinces à un projet incluant un droit de veto pour le Québec, des garanties pour les 2 langues et une charte des droits. Mais l'entente est fragile. Tout sera là-dedans, la sécurité sociale, la formule d'amendement, les droits politiques, la modernisation de certains secteurs, le droit de désaveu auquel le fédéral renonce, etc. Au Québec, on considère que l'entente de Victoria, pourtant inspirée des propositions de Robert Bourassa, n'offre pas assez de garanties contre l'intrusion du fédéral. Bourassa demande à réfléchir. Alors, j'attends 10-15 jours, j'oublie le nombre de jours exactement, mais un soir, j'étais dans un motel au bord du Saint-Laurent, dans le sud de l'Ontario, en quelque part. Et je reçois un appel de M. Bourassa qui me dit, ben écoute, Pierre, tu seras peut-être pas tellement content, mais je dois te dire que je peux pas le faire. Ben, j'ai dit, écoute, c'est ta charte, j'avais le veto, c'était ton plan exactement, c'est ta formule d'amendement. Oui, mais j'ai consulté pas mal de monde, j'ai même... Tu sais que Claude Morin est contre, Castonguay est contre, puis j'ai même appelé Claude Ryan, puis il dit « Fais jamais ça, Robert ». Alors, tu comprends, je peux pas le faire. J'étais pas très content. La vie de Pierre Trudeau hors des cercles austères de la politique est plus simple, mais tout aussi animée. L'agenda mondain du premier ministre est bien rempli. Les caméras de la télévision le montrent en compagnie de grandes vedettes de la scène, notamment Barbra Streisand et Louise Marleau. Sa popularité repose au premier chef sur son sex-appeal. Il passe pour un prince parmi les célibataires.
En 1971, Pierre Trudeau surprend tout le monde, même son entourage immédiat, par son mariage soudain avec Margaret Sinclair. Âgée de 22 ans, elle est la fille cadette d'un ministre du cabinet de Louis Saint-Laurent. L'idylle avait totalement échappé aux chroniqueurs de sa vie sentimentale. Les journalistes le traquent en pleine lune de miel et ils constatent que le nouveau marié n'a rien perdu de sa morgue. Le couple a à peine le temps de se mettre en ménage que Pierre Trudeau doit reprendre le flambeau électoral. Les porte-étendards de l'opposition sont Robert Stanfield des conservateurs, David Lewis du NPD et Réal Cahouette du Parti créditiste. Pierre Trudeau affiche un nouveau style de campagne. Il cherche à s'élever au-dessus des luttes bêtement partisanes et à converser intimement avec le public. Son slogan reflète son humeur du moment. J'avais dit, bon, en 68, vous m'avez élu par emballement, c'était la Trudeau-manie, dit-on, et tout le reste. Maintenant, vous allez voir que je suis un gars sérieux. Puis j'ai fait le gars sérieux pendant 2 mois de campagne électorale. Il me semble que c'est cette année-là qu'on disait... Bon, en anglais, c'était « The land is strong », mais en français, c'était un peu moins con que ça. Mais c'était pas très excitant. On avait donné l'impression de gens qui étaient sûrs d'eux-mêmes, puis on a fait un bon travail, vous allez nous réélire. Je prenais même la peine de dire, moi, je me bats pas contre M. Stanfield du Parti conservateur, je me bats pas contre M. Lewis du Parti NPD. Je disais pas ça par mépris, je disais ça parce qu'il faut que nous donnions chacun nos idées, nos programmes, et vous allez nous juger après ça. Mais c'était pas un combat très engageant. J'avais été un politicien très peu professionnel. Je m'en suis rendu compte à l'heure de la soupe. Voici la position des partis. Et nous savons déjà que c'est un gouvernement minoritaire pour le prochain Parlement, un gouvernement minoritaire qui sera libéral. Vous avez quelques élus, je crois. Le résultat est désastreux. Le soir du scrutin, il n'est même pas certain que les libéraux pourront former le gouvernement. Je voudrais dire également aux Français que, quant au résultat, j'en sais pas plus long que vous. Je pense que demain, on sera un peu plus fixé. Les majorités, de quelque côté qu'elles se trouvent, seront certainement minimes. Demain, on verra ce qu'il adviendra du gouvernement. Alors pour le moment, je vous dis bonsoir. Je crois que je vais dormir comme beaucoup de gens. On le dit déjà prêt à renoncer à la politique. Ça m'étonnerait que j'y ai pensé sérieusement de quitter la politique. Comme je répète souvent, je veux bien partir au moment donné, mais j'aime pas qu'on me fiche dehors. Et surtout après 72, quand on avait failli me ficher dehors, j'étais plutôt décidé de rester pour essayer de reconquérir le haut du pavé. Pierre Trudeau est en fait bien résolu à se remettre en selle. Il s'adjoint de nouveaux conseillers, remanie de fond en comble le Conseil des ministres et se prépare à affronter le Parlement dans lequel il est minoritaire. Il ne peut gouverner sans l'appui d'un tiers parti. David Lewis lui offre le soutien du NPD en échange d'une longue liste de revendications sociales. Pierre Trudeau, lui, préfère la stratégie de Napoléon à Austerlitz. Tendre à l'opposition juste assez d'appât pour qu'elle manœuvre comme il le lui suggère. Ainsi, il domine la Chambre des communes. Ed Broadbent était l'un des porte-paroles du NPD. Avec Pierre Trudeau, il se rappelle avec fierté l'œuvre féconde de ce régime minoritaire. Augmentation des pensions de vieillesse et des allocations familiales, programme de création d'emplois, mesures contre la hausse des prix et réduction de l'impôt sur le revenu personnel. Avec l'appui des néo-démocrates, avec une approche social-démocrate, il me semble que pour vous, comme Premier ministre, c'était plus facile d'obtenir dans les discussions de votre cabinet un accord. Moi, je ne demandais pas mieux que de pouvoir dire à mes libéraux un peu trop conservateurs, vous savez, on sera défait en chambre si on n'a pas
assez de législation progressive si nous ne faisons pas des grands pas vers une distribution plus juste des biens, etc. C'était des idées que j'avais avant d'entrer en politique et que j'ai encore aujourd'hui, comme vous, Ed, sur la nécessité d'avoir une société plus juste. Les dépenses sociales font un trou dans le Trésor fédéral, mais elles regagnent au Parti libéral la faveur du public. Les jeunes ne sont pas non plus mis de côté. Le gouvernement leur destine des programmes de travail. Vers le printemps, on s'était réunis, ou même déjà l'hiver, on disait l'été va être chaud. Il n'y aura pas assez d'emplois pour les jeunes, alors essayons de trouver quelque chose. Les entreprises sont en train de péricliter, puis n'engageront pas les étudiants. Le gouvernement lui-même essaie de couper les budgets, alors on ne pourra pas engager autant de jeunes. Et Perspective Jeunesse est née de là. Quand les sondages lui sont favorables en 1974, le gouvernement orchestre sa propre défaite et convoque des élections générales. On était prêts aux élections. On a choisi le moment où on voulait être défait. On a rédigé le budget, M. Turner, M. McEachen et moi, sachant que les partis d'opposition ne pourraient pas nous appuyer. Le seul qui était fin là-dedans, c'est M. Cahouette, qui avait dit au NPD, qui siégeait en face de lui, si vous défaites le gouvernement là-dessus, vous allez perdre la moitié de vos sièges, puis vous, M. Lewis, vous allez être défait dans votre comté. Puis il avait raison. 1974 de Pierre Trudeau fait contraste avec celle que les électeurs ont rejetée 2 ans auparavant. La politique politicienne reprend le haut du pavé. Je découvrais ce dont mon père, quand j'étais enfant, parlait avec ses amis de la machine électorale, qu'on pouvait la faire fonctionner. Alors, à ce moment-là, c'était pas surtout intellectuellement que j'essayais de me rapprocher du parti, mais physiquement. J'avais une fois par mois, je pense, qu'on appelait un cabinet politique, où on ne parlait que politique, on ne parlait pas de l'administration de la chose publique, et plusieurs réformes de ce genre. Les libéraux lancent dans la mêlée une arme secrète, Margaret Trudeau. I've been joining my husband on the campaign in the last few weeks. I want to speak to you a bit about my husband because I feel I have some inside information. Le Trudeau Express parcourt le pays dans tous les sens. La stratégie libérale met partout Margaret Trudeau en vitrine. Margaret has heard the speech before, so she's inside while I'm making the speech, feeding the baby. I don't know how you do all this, but this is your first little... Yeah, I'm very gracious. Margaret adoucit l'image du premier ministre. It's something incredible. La campagne de sa femme le laisse, encore aujourd'hui, un peu mal à l'aise. J'ai accepté qu'on fasse intervenir. Je ne dois pas dire que c'était mon idée, mais elle, ça l'intéressait. Moi, ça m'intéressait de voir ma femme et mon petit pendant la campagne, de temps en temps. Et je crois qu'elle a joué un rôle assez important, surtout dans les provinces de l'Ouest et peut-être dans certaines provinces anglophones. Je l'en ai remercié, peut-être pas assez. Connaissez-vous le dernier trouvaille de M. Trudeau? Il a déclaré qu'il ne voyait aucune raison valable pour chercher à stimuler l'économie de notre pays. Comme vous dites au Québec, c'est-il assez fort? Le projet du chef conservateur Robert Stanfield de contrôler les prix et les salaires domine la campagne. Mais il va contrôler tous les Canadiens. Il va contrôler vos salaires, il va contrôler les prix dans les magasins, il va contrôler les profits, il va contrôler tout ce qui se paye.
Mais demandez-lui pas de contrôler son parti. Il a exposé son flanc à des francs-tireurs. Et c'est toujours une décision politique importante à chaque élection. Qu'est-ce qu'on révèle de ses intentions et qu'est-ce qui intéresse vraiment le peuple et qu'est-ce qui sera à l'épreuve des balles. Et M. Stanfield, je pense, a perdu l'élection de 1974 en partie à cause de ça. Alors les libéraux sont à un siège de la majorité absolue, hein? C'est 133 je pense la d'ailleurs que majorité. c'est ce qui a fait attendre M. Trudeau avant de se rendre ici. Il voulait être bien sûr de pouvoir parler en toute connaissance de cause. Et je pense bien que maintenant, il est presque assuré de cette majorité. C'est la raison pour laquelle il a tardé avant de venir au Château-Laurier. Voilà, M. Trudeau va prendre la parole. Je vous laisse avec lui dans quelques minutes. Mme Trudeau, en tout cas, est resplendissante. Elle est ravie. Je suis fier d'être québécois, mais je suis fier d'appartenir à la nation canadienne, une nation d'hommes et de femmes vaillants, courageux. Beaucoup pensent encore que la victoire éclatante de 1974 contenait les germes de la défaite des libéraux aux élections subséquentes. Pierre Trudeau avait fait des promesses qui ne pouvaient tenir, créer des attentes impossibles à combler. Après les célébrations de la victoire, le pays se réveille avec une gueule de bois qu'on appelle stagflation, stagnation de la production et inflation des prix. Le mal est du reste général. Le monde essuie les contre-coups de l'embargo imposé par les nations arabes en 1973 sur les expéditions de pétrole. L'inflation qui sévit dans le monde entraîne des hausses spectaculaires dans les prix des combustibles, des aliments et des matériaux. Les pays producteurs de pétrole aggravent la situation en gonflant le prix du pétrole brut. La croissance économique tombe presque à zéro dans la plupart des pays industriels. L'indice des valeurs à la bourse plonge à son plus bas niveau en 5 ans. Au Canada, les ministres commencent à déserter le navire. La démission ministérielle la plus surprenante du cabinet Trudeau est celle du ministre John Turner. Sa lutte contre l'inflation n'a guère eu de succès et personne n'a voulu de restrictions volontaires. Peu après le départ de Turner, le premier ministre est pris à partie pour sa gestion de l'économie nationale. Le gouvernement fédéral vit bien au-dessus de ses moyens, mais Pierre Trudeau ne s'en inquiète pas trop. Il applique une théorie à la mode qui favorise, en période de sous-emploi, la baisse des taux d'intérêt et la hausse des dépenses publiques. On avait eu, je le répète, depuis 1945 jusqu'à 1970 à peu près, une croissance quasi ininterrompue. À l'occasion, il y avait une petite chute, une petite crise, une crisette, mais l'économie redevenait prospère. Et alors on s'est dit, bon, c'est une crise sociale, économique, il faut pallier ce problème, il faut apporter des remèdes aux chômeurs, aux vieillards qui n'ont pas assez d'argent, etc. Et on se disait, mais ça va reprendre. Et quand ça reprendra, quand l'économie se remettra à boomer, là, on aura des surplus budgétaires et on pourra repayer les emprunts de l'État. Tous les pays faisaient ça à ce moment-là. Hélas, l'économie ne reprend pas son allant des années 50 et 60. Les taux d'intérêt grimpent, le chômage persiste, les revenus du Trésor piétinent et le gouvernement, comme ailleurs dans le monde occidental, s'enlise dans les dettes. En 1975, l'inflation atteint des proportions démesurées à la suite d'une nouvelle hausse de 10 % du prix du pétrole. La spirale des prix et des salaires semble incontrôlable. Le nouveau ministre des Finances, Donald MacDonald, cherche en vain une voie royale hors de la crise. Le gouvernement doit se résoudre à imposer des contrôles. L'inflation continue d'augmenter. La révolte des espérances n'arrête ni de part ni d'autre. Il faut que ce soit le gouvernement qui dise assez. Et quand on y pense, on avait fixé, si j'ai bonne mémoire, dans la première année, on avait dit aux syndicats et aux patrons, pas d'augmentation de salaire annuel de plus que 10 %. Les directives concernant les prix et les revenus entrent en vigueur ce soir à minuit. Elles auront force de loi pour le gouvernement fédéral et tous ses employés,
pour les 1500 sociétés les plus importantes du Canada. Le jour de l'Action de grâce, le premier ministre annonce le contrôle des prix et des salaires, contre lequel il a fait campagne moins de 2 ans auparavant. Politiquement, j'avais la mort dans l'âme de me dire, j'ai fait campagne contre ça dans une autre situation économique, mais maintenant, 2 ans plus tard, les gens vont dire, il a fait volte-face, puis il nous a menti en 1974. Sa volte-face donne l'impression que le gouvernement improvise et ne sait pas très bien où il va. Les conseillers de Pierre Trudeau lui suggèrent d'annoncer des orientations fermes, et la situation économique n'autorise pas de mesures susceptibles de lui regagner l'affection du public. Le premier ministre, hier encore adulé par les électeurs, est désormais terriblement seul. En politique extérieure, Pierre Trudeau cherche toujours à équilibrer vers l'Europe des relations trop orientées vers les États-Unis. Il se rend en URSS et conclut des accords commerciaux avec son homologue Kosygin et avec Brejnev. La démarcation avec Washington est encore plus tranchée à Cuba, où Pierre Trudeau acclame le socialiste Fidel Castro. Castro est un chef très particulier qui, autant il parle fort et longtemps lorsqu'il est en public, autant il parle doux lorsqu'il est en privé. Il parle avec une voix très basse et surtout qu'il parle en espagnol. Alors on fait des efforts pour l'écouter et c'est ce personnage barbu, intense, avec des yeux très brillants. Viva Cuba y el pueblo cubano! Viva el primer ministro, comandante Fidel Castro! Le Canada a fait don à Cuba d'une somme de 10 millions de dollars. Pierre Trudeau noue une solide amitié avec le chef révolutionnaire cubain. De retour à Cuba en 1992, il accepte les remerciements de Fidel Castro pour le soutien moral et financier que le Canada a prodigué au peuple cubain dans les années 70. ¿L'amistad de los canadienses fue importante para ustedes? Sí, fue sumamente importante. Moralmente significó, bueno, un aliento en ese sentido, y ver que podía haber políticas diferentes a las de Estados Unidos, aunque el sistema social fuera diferente. Y desde el punto de vista comercial fueron muy importantes nuestras relaciones durante todos estos años y continúan siendo muy importantes las relaciones con Canadá. How do you say pride there? Orgullo. Orgullo. They want to quieren estar amigos con los americanos, pero no quieren ser sometidos. Eso es. Perdóneme que le ayude un poco en el español, ¿no? Cuando no aparezca la palabra. Sí, me falta la práctica. Pero ahora cuando usted dijo proud, yo entendí perfectamente que era decir orgullo. Sí, es una política canadiense que buena. Tiene la amistad con los americanos, pero no la servitud. Le premier ministre Pierre Trudeau met fin en 1974 à la tension caractérisant les relations du Canada avec la France depuis le fameux « Vive le Québec libre » du général de Gaulle. Il est le premier chef du gouvernement canadien à visiter la France depuis 1964. Je suis venu bien souvent en France. J'y ai vécu, j'y ai étudié. Et il faut dire que la France occupe beaucoup de place dans mon espace intérieur, dans ma mémoire. Avant de venir, par les livres, par les études, la plupart des Canadiens francophones connaissent la France. Et c'est un jour où l'émotion me saisit. À la télévision française, le premier ministre répond aux questions de 4 journalistes. De 70 ici, au Canada, il y en a 25%. Et quant aux
anglophones, il y en a 5 ou 10% qui parlent le français. Alors, est-ce que vous pourriez préciser votre philosophie dans ce domaine? Parce que c'est quand même très important. Je dirais qu'il devrait toujours en être ainsi. Le jour où 90% des Québécois parleront les deux langues, le français sera foutu. Parce que l'anglais est dominant, ce sera la langue forte, le français disparaîtra. Il faut que le Québec soit beaucoup plus francophone qu'anglophone. L'obsession de sa carrière politique reste l'implantation du bilinguisme au Canada. Il espère court-circuiter le mouvement indépendantiste québécois en créant partout un climat favorable à la langue française. Le million de francophones qui vivent en dehors du Québec sont ceux qui ont le plus à gagner dans cette croisade. La Sagouine évoque la survie de l'identité acadienne. Ce sont plutôt des Canadiens français qui nous avons dit. Canadiens français. Les Acadiens du Nouveau-Brunswick forment un des groupes les plus importants de francophones hors Québec. Ça se peut pas ça non plus. Des Canadiens français, ça c'est du monde qui vit à Québec. Ils les appellent des Canadiens ou des Québécois. Ben, comment c'est que je pouvais être Québécois si je vivais pas à Québec? Pour l'amour de Dieu, you c'est que je vivais, nous autres. Ça fait que j'avais entrepris de répondre à leurs questions de nationalité comme ça, des Acadiens, que je leur avais dit. Le village de la Sagouine est situé dans l'île aux Puces, en face de Bouctouche. Antonine Maillet a conçu le personnage de la Sagouine. Du lieu, mais toutes les écoles étaient des écoles anglophones, sauf qu'on s'adaptait. Les francophones, nous étions à 95% de francophones dans l'école. Mais s'il y avait un anglais, un anglophone, il fallait que la maîtresse lui traduise en anglais tout ce qu'elle disait. Sauf que nos livres, nos manuels étaient en anglais, nos examens, nous les écrivions en anglais, mais nous parlions toute la journée en français. Et votre professeur vous parlait en français? Tout le temps, tout le temps. Alors nous luttions contre ça d'instinct, pour les mêmes raisons que vous. Nous voulions un pays où chaque citoyen pouvait garder son identité. Oui. Et nous, c'était plus qu'un citoyen, c'était un groupe, c'était un peuple. Et ce peuple-là voulait manifester son histoire, sa culture, sa mémoire. Et c'était un bien pour tout le pays, puisque nous étions en train de révéler au Canada qu'il était plus riche qu'il pensait. C'est sûr que toutes les cultures qui coexistent au Canada, c'est un enrichissement pour le pays. Et une culture isolée est vouée à la mort, à la destruction. Et c'est la confrontation des cultures qui fait qu'une culture s'enrichit, se développe. En 1976, le Canada paraît se distancer de la vision trudeauesque d'une nation bilingue. Le Canada anglais réagit, entre autres, avec véhémence à la demande des pilotes d'avion de pouvoir communiquer en français avec les contrôleurs de la navigation aérienne au Québec. La crise des gens de l'air secoue le gouvernement pendant des mois. Il fallait savoir si c'était vrai ce que les anglophones disaient, qu'on menaçait la vie des passagers, puis ça pouvait nuire évidemment aux compagnies d'aviation, Air Canada, CP Air, ou si ce que les gens du Québec disaient était vrai, faisons venir des experts. J'avais nommé une commission d'enquête, je me souviens, le juge était un juge francophone de l'Alberta, donc sympathique aux francophones, mais venant d'une province anglophone. Et finalement, après bien des expertises, il s'est avéré qu'il n'y avait aucun danger. Avant d'arriver à ce compromis, il y a eu des tiraillements au sein du cabinet. Le ministre des Transports, Otto Lang, de la Saskatchewan, craignait une réaction brutale susceptible d'emporter le gouvernement au Canada anglais si on cédait à la demande des gens de l'air. Jean Marchand, bras droit de Pierre Trudeau et doyen des ministres du Québec, prenait le parti des gens de l'air. Sans attendre l'issue de la crise, l'ancien chef ouvrier, qui voulait de toute façon briguer les suffrages au provincial, a remis sa démission. I've got John's letter of resignation. Le départ de Jean Marchand, depuis 11 ans son plus proche collaborateur, porte un dur coup à Pierre Trudeau.
L'aspect dont j'ai le plus fort souvenir, et peut-être le moins bon, c'est que ça a mené à la démission de Jean Marchand comme ministre, qui s'est dit ces Anglais-là, ils nous comprendront jamais, je vais aller me présenter au provincial. C'était l'élection de 76 qui s'en venait. J'ai senti que comme lui était à l'origine de mon aventure politique, que c'est lui qui m'avait mis au pouvoir, si je peux dire, à ce moment-là, c'était une perte énorme que je subissais. Gérard Pelletier, ambassadeur à Paris, Jean Marchand parti, il ne reste plus qu'une seule des 3 colombes à Ottawa. La politique de bilinguisme de Trudeau n'était pas non plus populaire au Québec. En réponse à la fièvre nationaliste, le premier ministre Bourassa a fait adopter en 1974 la loi 22, qui restreint l'accès à l'école anglaise. Pierre Trudeau lui reproche de céder à ce qu'il appelle le nationalisme tribal. Ça m'a déçu. Je me suis dit, bon, on a un premier ministre, M. Bourassa, fédéraliste, qui n'a pas pu ou n'a pas voulu tenir le coup contre cette tendance ultranationaliste. Les relations entre les 2 premiers ministres n'ont jamais cessé de se dégrader. À l'occasion d'un déjeuner avec Bourassa en 1976, Trudeau se moque des goûts prolétaires de son homologue québécois. Est-ce que vous avez quelque chose pour M. Bourassa? J'apporte mon lunch. Il paraît qu'il mangeait avec des hot dogs. Celui-là, j'ai l'intention de faire autre chose. What are you expecting for a lunch with a $200 million cover charge, Mr. Hot dogs. Only hot dogs? Hot dogs, yeah. All dressed. Je voyais pas ça comme une insulte majeure. C'était pour moi un bon mot. Il mangeait des hot dogs, tout le monde le savait, puis moi aussi j'en mange. Mais enfin, ça avait été monté en épingle par les médias, comme quoi il méprisait notre premier ministre, etc. Ce qui l'a surtout mis de mauvais poil, dit Pierre Trudeau, c'est que Robert Bourassa avait insisté pour que la reine Élisabeth passe par Québec avant d'ouvrir les Jeux olympiques à Montréal. Mais il avait eu la frousse et l'avait décommandé à la dernière minute. La reine avait été avertie et tout était réglé. M. Bourassa, il me dit, à propos de la reine, là, j'aimerais mieux qu'elle vienne pas à Québec. J'ai dit, bon Dieu, tu m'as demandé exactement le contraire il y a pas longtemps, et tu changes encore d'idée. Ah, ben, tu comprends, le climat social a changé, le nationalisme est menaçant, etc. Je me souviens pas de ces mots, mais j'ai dit, bon, alors même sur une chose mineure comme ça, il n'est pas capable de tenir parole. C'est pas un bon négociateur, c'est pas un bon partenaire dans la négociation. Les mesures de protection du français au Québec se heurtent à une guérilla incessante des Anglo-Québécois. Et Pierre Trudeau craint que ces mesures entraînent un rejet du bilinguisme au Canada anglais. On venait de faire accepter de peine et de misère la notion d'égalité linguistique au Canada. On avait proclamé la loi des langues officielles. On se mettait en quatre pour vendre ce concept aux anglophones des autres provinces. Et au beau milieu de cette bataille, M. Bourassa a dit, il y a une langue officielle au Québec, c'est le français. Alors, s'il avait dit, c'est la langue de travail, c'est la langue traditionnelle, c'est n'importe quoi, mais dès qu'il dit langue officielle, il démantibulait pas mal notre construction. À l'automne 1976, Robert Bourassa convoque des élections générales qui marquent un point tournant dans l'histoire du Canada. Son adversaire, René Lévesque, déborde d'optimisme. Il a mis la question de la souveraineté en veilleuse en disant qu'elle sera tranchée par référendum. Il n'a plus qu'à exploiter l'impopularité du gouvernement Bourassa. Radio-Canada, à 8h40, prévoit que le prochain gouvernement du Québec sera formé par le Parti québécois et que ce gouvernement sera majoritaire. J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être québécois que ce soir. Le 15 novembre, la victoire du Parti québécois sème la panique au Canada anglais. Pierre Trudeau n'est pas mécontent du résultat.
Alors que certains des ministres étaient plutôt déprimés, où est-ce qu'on s'en va avec ce sacré pays, moi je disais non, on va savoir clairement si les Québécois veulent l'indépendance ou s'ils la veulent pas. Pierre Trudeau a aussi d'autres soucis. Son mariage est en train de déraper. Après avoir joué un rôle si important dans la campagne électorale de 1974, Margaret Trudeau se trouve laissée pour compte. Elle est inconfortable dans sa situation d'épouse de premier ministre. Elle entre à l'hôpital souffrant de troubles émotifs. Puis, en 1977, elle annonce à la télé américaine que le mariage est terminé. Kind of experience to go through, as it is for any couple that is realizing that their marriage has broken down. Pour Pierre Trudeau, la séparation est une dure épreuve et il refuse même aujourd'hui d'aborder le sujet. Le courage et la dignité qu'il affiche dans ces circonstances difficiles lui valent l'admiration et le respect du public. Il semble effectuer en douceur la transition vers la famille monoparentale. Est-il possible d'être à la fois chef de gouvernement et père de famille? Beaucoup d'hommes de gouvernement, d'hommes d'État, d'hommes de chefs de gouvernement l'ont fait, et des députés et des ministres. Mais moi, voyez-vous, j'étais néophyte dans les deux en même temps. Je m'étais marié tard et je découvrais le mariage et la paternité en même temps que j'étais en train de découvrir les rouages de la politique et tout ce domaine un peu mystérieux de la chose électorale. Alors, c'était peut-être un peu trop pour mon casque. J'ai pas tellement bien réussi. Il y a peu de temps, ils ont appris que leur sort était en suspens. Ils savaient que 6 autres usines visaient le contrat. Ils comprirent que pour rester en lice, il leur faudrait non seulement fabriquer un nouveau produit, mais aussi établir de nouvelles normes de qualité. Par-dessus tout, ils avaient confiance en eux-mêmes. Et aujourd'hui, ces Québécois construisent ces voitures pour le monde entier. La compagnie General Motors. Dorénavant, le volume de vos appels interurbains d'affaires dictera automatiquement le meilleur rabais applicable. De 30 à 60%. Voilà le nouveau plan Avantage Privilège Bell. Je suis celui qui conçoit ce que vous voulez un peu plus exactement que vous-même. SRC, l'expression de notre culture. C'est moi, la rédactrice en chef. C'est parti. C'est une bonne histoire-là. Corrompu comme c'est pas possible. Je suis plus capable de me faire scooper. Assez niaiseur. On attend. Wow, un instant, je ritole, hein? Juste une fois. Après, ça sera fini. Quand le cul commande, la tête suit pas toujours. On n'a pas le tirage, l'Express puis de la nouvelle, mais c'est pas une excuse. Scoop, de retour le 13 janvier.
Depuis 1976, Pierre Trudeau fait face à un nouvel adversaire à la Chambre des communes. Joe Clark a succédé à Robert Stanfield à la tête des conservateurs et il se révèle coriace. Quand on a choisi Joe Clark comme leader de l'opposition du Parti conservateur, moi, je savais qu'il serait fort. Je me souvenais fort bien de lui comme député de l'arrière-ban, qui était très agressif, très vite sur ses patins et pointant du doigt, pas intimidant, mais quand même un politicien très aguerri. L'autre soir à Montréal, on m'est présenté comme un chef qui, même s'il vient de l'Alberta, pense comme un Québécois. Joe Clark favorise un Canada beaucoup plus décentralisé que celui de Trudeau. Au-delà de ses propres racines, savoir respecter les racines et les aspirations de chacune des communautés du Canada. Pierre Trudeau tourne au ridicule la promesse de Joe Clark de décentraliser le Canada. Lui parle du Canada comme une communauté de communautés. J'ai fini par l'appeler le maître d'hôtel des premiers ministres provinciaux parce que la façon qu'il faisait sa politique ou qu'il l'annonçait, il était là pour servir les provinces. J'ai dit non, le fédéral n'est pas là pour servir les provinces. Le fédéral est là pour servir la population générale. La victoire du PQ force Trudeau à revoir sa stratégie. Il crée à l'automne 77 une commission sur l'unité canadienne, visite les provinces et sonde la possibilité de rapatrier la Constitution. Mais l'évêque est tout aussi habile à rallier ses homologues provinciaux. Quand le parti de René Lévesque a été élu à l'automne de 76, ça a créé un peu la terreur au Canada anglais et chez les premiers ministres anglophones. Mais c'était un charmeur, il était très habile dans ses relations personnelles, quand il voulait. Et peu à peu, il a amadoué les premiers ministres anglophones, ceux des autres provinces, et il les a entraînés dans son sillon. Et dans ce sens-là, l'évêque était très habile. Il s'est aperçu que seul lui, à la tête du Parti québécois, ne pouvait pas faire échec et mat au gouvernement fédéral que je dirigeais ou que n'importe quel autre aurait pu diriger. Mais il savait qu'il s'y arrivait à montrer aux autres provinces que c'était de leur intérêt de me faire échec et mat, il aurait des alliés. Avant la fin de son mandat, Pierre Trudeau convoque une conférence des premiers ministres pour discuter de transfert de pouvoir entre le fédéral et les provinces. You know, if we're bargaining, what more did you want from us? We haven't agreed on everything. But at some point, you should say, okay, they've showed at least, and I'm prepared to stand by what I've said now. I don't know how long I'll be in this chair. Hey, you haven't delivered anything to me. That's right. You haven't delivered anything. No. I haven't asked for anything yet. I've got a second list, like René Lévesque has done. Les provinces sentant bien que j'avais un peu de plomb dans l'aile, ils se sont mis à demander mer et monde. Je leur disais, vous voulez aussi que je vous donne la cuisine tout entière. Je veux bien décentraliser en retour d'un rapatriement de la Constitution. C'est tout ce que je demandais à ce moment-là, même pas la Charte des droits. Mais eux disaient, non, si vous voulez rapatrier, commencez d'abord pour nous donner la juridiction sur les fonds sous-marins, commencez par nous donner juridiction sur le commerce international, permettez-nous de prélever des impôts indirects en plus des impôts directs qui sont prévus dans la Constitution, etc. C'était une liste interminable. Pierre Trudeau n'a pas le temps de mener à terme les négociations. Il lui faut décréter des élections générales, même si les sondages lui sont largement défavorables. En 1972, le premier ministre avait mis de côté les stratèges de coulisses, les sondeurs d'opinion et les publicitaires comme Keith Davey et Jerry Grafstein. Et il lui en avait coûté. Il les a rappelés au front en 1974 et de nouveau en 1979. The 79 campaign was a disaster. I think it was a disaster because Prime Minister, Mr. Trudeau, wanted to talk about the Constitution. We wanted to talk about jobs and the economy. The best moment in the campaign was how bad it was summed up in a rally that we had towards the end of the campaign in Toronto. We did our darndest to set it up in a way that all the
the Prime Minister had to do at the time, Mr. Trudeau had to do, was just ignite it, just send them a message of hope and promise. And we felt all the ingredients were there. We will bring it back and consult the Canadian people in a referendum, and that's the way we will do it. When I said to myself, oh my God, you know, what's the Constitution? I mean, the Constitution my mother thinks is a cereal. What's he going to do, take cereal home? I mean, it was just going to be a disastrous thing, and you could palpably feel the support in the crowd just go down because nobody knew what he was talking about. M. Trudeau vient de concéder la victoire. M. Joe Clark devient le 16e Premier ministre du Canada, ce qui met fin à 16 ans d'opposition conservatrice. C'est M. Trudeau qui l'annonce. Et M. Trudeau, semble-t-il, restera son poste comme chef de l'opposition. Le désastre redouté par Jerry Grafstein se produit. Le soir des élections, les libéraux sont minoritaires. Le 4 juin 1979, Pierre Trudeau se rend à Rideau Hall remettre la démission de son gouvernement. Il fait mine d'être ravi de reprendre sa liberté et les observateurs parlent déjà de son départ. Oui, quand j'entendais circuler des rumeurs ou même quand je recevais des informations qu'un tel ou une telle demandait ma démission, je trouvais qu'ils allaient un peu vite en affaires. J'avais gardé le parti au pouvoir pendant 11 ans à ce moment-là et la défaite menaçait, c'est vrai, mais j'aurais pensé que des troupes loyales auraient pu quand même dire, bon, on va attendre les élections, on va attendre au moins voir comment ça se passe avant de vouloir le vider. De nouveau libre, Pierre Trudeau passe une partie de l'été à faire du canot dans les Rocheuses et des randonnées à pied en Chine et au Tibet. Il rentre le cœur léger, mais il est brusquement ramené sur terre par ses conseillers politiques. Je m'étais laissé pousser la barbe et quand je suis revenu, je trouvais ça un peu original. Peut-être que je vais la garder. Et mon conseiller à ce moment-là, Jim Coates, il me dit, écoute, il faudrait que tu coupes ta barbe. J'ai dit, je trouve que ça peut être assez intéressant. Je suis dans l'opposition, je peux avoir une barbe. Il dit, si tu gardes la barbe, tu donnes le signal que tu veux pas redevenir Premier ministre. Alors je suis rentré chez moi, puis j'ai coupé ma barbe. À la tête du gouvernement, Joe Clark trébuche et bafouille. Il commet de sérieux impairs en politique intérieure et extérieure. Mais Clark s'en tire à bon compte parce que Pierre Trudeau n'est guère combatif dans l'opposition. J'avais presque un peu trop de sympathie pour le travail difficile du premier ministre Clark pour être un bon chef de l'opposition puis lui tendre des pièges. Sans doute, si j'avais été dans l'opposition au début de ma carrière, j'aurais développé l'agressivité et le goût de débarquer le gouvernement. Mais ayant été à la tête du gouvernement moi-même pendant assez longtemps, le cœur n'y était pas tellement. Pierre Trudeau profite de sa liberté retrouvée pour consacrer plus de temps à ses enfants. Il prend conscience de ce que la politique extorque à la vie de famille et il est de moins en moins disposé à en payer le prix. Le 20 novembre 1979, Pierre Trudeau annonce qu'il met fin à sa carrière politique et il en donne les raisons. Sans doute une certaine lassitude, sans doute le goût de donner la chance à l'autre, sans doute le fait que je m'étais dit, comme Pelletier, comme peut-être pas Marchand, mais Pelletier et moi, on s'était dit, tu sais, 10 années en politique, ce serait assez. Pelletier était parti au bout de 10 ans, en 75. Moi, j'étais rendu en 79, ça me faisait 14 ans de politique. Et j'ai dit, bon, j'ai fait la loi des langues officielles, j'ai survécu pour citer la BCAS à une décennie difficile. C'est peut-être le temps de partir. C'était mêlé un peu dans mon esprit, mais il y avait aussi des raisons personnelles. Je pensais peut-être que c'était le temps de m'occuper de ma famille davantage, d'élever mes enfants. Il n'y a pas de manière aisée ni de moment idéal pour s'en aller. Il y aura toujours des arguments d'ordre public et privé, aussi bien pour rester que pour partir. À un moment donné, il faut tout simplement choisir ce qu'on estime être sa destinée.
Soudain délivré de son adversaire le plus redoutable, le gouvernement Clark s'empresse de faire son propre malheur. 3 semaines après l'annonce de la démission de Trudeau, le gouvernement propose un budget truffé de lourdes hausses d'impôts qui mécontentent tout le monde. Puis, à la stupéfaction générale, il pose la question de confiance, sachant qu'il sera renversé. Des élections auront lieu, exceptionnellement, au cœur de l'hiver. Dans le camp des libéraux, on s'interroge sur l'opportunité du retour de Pierre Trudeau qui semble attendre qu'on le presse de revenir. Dans l'intervalle, le gouvernement de René Lévesque annonce la date du référendum sur la souveraineté. Pierre Trudeau consulte encore une fois ses amis, en particulier Gérard Pelletier, ambassadeur du Canada à Paris. Puis, il prend sa décision. Je pense que j'avais à peu près décidé de ne pas revenir. Puis je me suis réveillé d'un coup le lendemain matin, puis on me dit, bon Dieu, j'ai pris une mauvaise décision hier soir, puis je la change. Mais ce qui m'a influencé le plus, c'est le fait que j'avais la chance de revenir puis de me battre au référendum, peut-être comme premier ministre si mon parti gagnait. Puis je me suis dit, bon, je l'ai appelé ce référendum depuis l'élection même du Parti québécois. Maintenant qu'ils ont fixé la date, maintenant que je sais quand ce sera une courte période, allons-y, puis je restais peut-être pas longtemps après ça, mais au moins je serai là pour le référendum. Demain soir, dernier volet de la série Pierre Elliott Trudeau, Les fruits de l'apprentissage. Après la pause, le téléjournal, suivi du point.